dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des startups en France et du financement de l'innovation à mi-parcours de cette année 2025. Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser? Nous en parlons avec Jérémy Blackwell qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Jérémy. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Directeur et gérant de fortune chez Autingre Banque Privée. Vous suivez de près cet écosystème de l'innovation et des startups françaises. Vous êtes vous-même impliqué directement en tant que business angel dans le financement de l'innovation. Jérémy, je voulais que vous nous apportiez quelques éléments de contexte. On termine ce premier semestre, c'est toujours intéressant à mi-parcours d'une année de se poser, de dresser un état des lieux. On sait, avec la remontée des taux depuis 2-3 ans maintenant, que l'environnement de financement de l'innovation est beaucoup plus compliqué, ou je dirais beaucoup plus exigeant. Est-ce qu'on est encore dans ce phénomène-là? Est-ce que c'est encore ce qui a marqué, notamment l'activité de levée de fonds et de financement au cours de ce premier semestre? Oui, alors tout à fait, on va pas se mentir, c'est assez compliqué pour les levées de fonds en ce moment. Alors, j'ai pas les chiffres encore du premier semestre qui vont bientôt arriver. Mais il manque le T2, c'est ça? Voilà, il manque le T2. D'accord. Bon. Mais pour le premier trimestre, c'est un peu la même tendance. On observe des levées de fonds VC de 1,4 milliard d'euros. Ouais. Donc, c'est 20% de moins à peu près que l'an dernier, qui était déjà en baisse. Et surtout, on revient au niveau de 2020. D'accord. Un bon retour en arrière. Avec des différences assez marquantes. Tout ce qui est deep tech a explosé, plus de 2400%. Il y a pas mal de boîtes IA deep tech aussi, ou défense deep tech. Et pour les autres, on a tout ce qui est green tech, qui sont toujours deuxième, mais en forte baisse. Tout ce qui est logiciel, qui arrive à peu près à s'en sortir. Donc on voit par secteur des différences assez importantes. Et par typologie, par maturité d'investissement, on voit qu'en gros, tout ce qui est seed, pré-seed, c'est moins 50%. Et tout ce qui est late stage, c'est carrément moins 90%. Waouh! Vraiment pas de financement pour les licornes. Ah ouais, bien sûr. Ouais. C'est une normalisation après, effectivement. Alors, une paire et un peu plus, une paire d'années qui auront été exceptionnelles de ce point de vue-là. Post-Covid, j'entends, Jérémy, ou est-ce que c'est un peu plus qu'une normalisation, là? C'est un peu les deux. Il y a effectivement un effet de normalisation. D'ailleurs, la France reste quand même troisième en Europe. On perd une place. Il y a l'Allemagne et toujours les UK qui sont premiers. Mais bon, on reste quand même dans le podium. Il y a un effet de normalisation, c'est sûr. Il y a les taux. Et il y a aussi le fait que les valorisations étaient quand même très élevées. Donc maintenant, il y a autant de tours, si ce n'est plus, mais à des valeurs moindres. Ouais. C'est un marché qui s'est polarisé, c'est ça. Enfin, qui arrive à lever de l'argent aujourd'hui? Alors, ça dépend du secteur, de la technologie sur laquelle on est positionné, j'imagine. Ça dépend quoi de la phase de risque ou de dérisquage dans laquelle on se trouve également. Qui sont ceux qui arrivent à lever de l'argent dans les conditions de marché actuelles, Jérémy? Dans les belles levées qu'on a pu voir en France, par exemple, au premier trimestre, on peut parler de Loft Orbital, qui a fait une levée de 170 millions d'euros. En fait, ils ont, un petit peu comme avec le cloud, ils ont créé un business model où ils partagent en fait un satellite divisé donc entre plusieurs clients. Du coup, ça divise pas mal les coûts, les charges d'exploitation. Et c'est un business model qui n'existait pas, qui est assez prometteur. On peut parler aussi en France, dans le quantique, par exemple, de Alice et Bob, qui a fait une levée de 100 millions d'euros pour essayer de créer un ordinateur quantique sans problème d'ici 2030, ce qui est un pari ambitieux. Ils le disent eux-mêmes. Oui. mais un beau pari. Il y a eu des grosses levées aussi, par exemple en Allemagne, Helsinki a levé 600 millions d'euros, une sorte de petit Palantir un peu dans l'IA militaire qui fait aussi des drones. Ce type de boîte qui arrive à faire des très belles levées. Et après, par rapport à la question qui est-ce qui arrive à lever des fonds en ce moment, donc oui, évidemment, c'est sûr que être sur un secteur porteur, comme robotique, New Space, quantique, bien sûr, ça aide beaucoup. Après, ça n'a pas changé, c'est vraiment surtout par rapport à l'équipe, des équipes ambitieuses, complémentaires. Et là, il y a eu un vrai changement de paradigme par rapport à il y a encore 2-3 ans. C'est que maintenant, les VC vont quand même regarder, même en early stage, souvent quand même un peu de traction, plus qu'avant en tout cas, et surtout regarder qu'il y a un business model vraiment périn, avec une trajectoire vers la rentabilité. Pas forcément rentable maintenant,
mais qu'on puisse dire, bon, dans 3 ans, ça sera rentable. Mais avoir une perspective. Voilà. Avoir une perspective de break-even, d'équilibre, de rentabilité dans le modèle économique. Pas du tout le cas encore il y a quelques années. C'est ça, oui, c'est assez nouveau dans cet écosystème. On parle de venture capital, des gens qui partent à l'aventure justement pour accompagner des entreprises. Se pose également la question des sorties. Alors des sorties boursières, j'en ai pas vu beaucoup, ça c'est sûr. On avait encore des reports aujourd'hui d'IPO sur le marché allemand, pas du tout dans le secteur de la tech, c'est dans les pièces détachées automobiles, mais le marché est peut-être pas, marché boursier, peut-être pas la bonne voie de sortie aujourd'hui pour des investisseurs en capital risque. Quelles sont les solutions qui s'offrent à eux? Je rappelle toujours la mécanique, dans ces métiers du non-coté, il faut que le capital tourne. C'est bien la rotation du capital qui fait qu'on peut réinvestir, bien sûr, et donc créer un cercle vertueux. Oui, tout à fait. Là, vous touchez le doigt. Donc, le plus gros problème, on va dire, dans le financement actuel de ce qui est start-up, c'est effectivement les liquidités, avec difficulté à faire des grosses exits, un environnement un petit peu bouché, on va dire. IPO, en France, par exemple, il y a eu des IPO ces dernières années, le Aramis Auto, c'était une licorne introduite à 23 € qui était tombée à 2,50 €. Believe, super boîte, mais qui s'est introduit en bourse, qui a baissé, qui s'est fait racheter par le fondateur au même prix. Donc il n'y a pas eu de gros succès pour faire rêver un peu d'investisseurs. Il n'y a pas eu ce succès emblématique. Voilà, pas comme aux US, où il y en a eu des milliers. On peut être un peu optimiste, puisque là, il y a quand même 3 gros candidats IPO pour les prochaines années. DataIQ, Conto et Doctolib. DataIQ ira probablement plutôt aux US, au Nasdaq. On peut penser que Doctolib, voire Conto, pourrait s'introduire en France. Donc ça pourrait un petit peu redonner le blason des investissements boursiers. Bon, et dans l'intervalle, quelle solution s'offre aux investisseurs qui aimeraient bien retrouver un peu de liquidité à un moment sur leurs investissements? Dans l'intervalle, il y a quand même quelques grosses sessions en Europe, notamment dans le logiciel. Il y a une boîte, par exemple, au UK, qui s'appelle Metaphysics, qui a été vendue pour $1,4 milliard. C'est un acteur d'effets spéciaux via l'IA, qui a été vendu à un gros groupe indien. Il y a plusieurs boîtes dans l'IA. Donc il y a des acteurs industriels. Voilà, acteurs industriels qui achètent des boîtes, notamment dans l'IA, qui vont leur permettre de faire beaucoup d'économies, de révolutionner un secteur. Donc ça marche encore. Et sinon, il y a aussi le secondaire qui s'organise. On voit de plus en plus de fonds de secondaire, d'investisseurs qui investissent en secondaire. Donc ça se structure en attendant que le marché des IPO se débloque. Et on voit aussi quand même de plus en plus de rachats de start-up par ce qu'on appelle des corporates, des grands groupes. C'est ça, des acteurs industriels. Voilà, acteurs industriels. Par exemple, Safran qui a acheté en fin d'année dernière Preligens dans l'IA un peu géospatiale et militaire pour 200 millions d'euros quand même. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, Jérémy? Puisque vous êtes, alors, pour le compte de vos clients, ça m'intéresse, en gestion de fortune. Quel est d'ailleurs, vous êtes un baromètre de terrain. Quel est l'appétit des clients en banque privée, en gestion de fortune, pour cet investissement à risque, dans l'échelle des risques, bien sûr? Et puis vous, en tant que business angel, là, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous intéresse et où est-ce que vous investissez? Moi, en tant que business angel, j'ai investi récemment dans 3 boîtes assez deep tech et assez orientées santé deep tech, qui est un secteur qui intéresse pas mal de monde. J'ai investi dans une boîte qui s'appelle Roboté, qui c'est comme ils ont construit des micro-robots, la taille d'un petit grain de riz qu'on peut injecter directement dans le cerveau et qui permettent de surveiller, de monitorer, d'injecter les substances médicamenteuses pour traiter à terme Parkinson, par exemple, qui a levé 28 millions d'euros récemment. Dans Moon Surgical, une belle deep tech dans les robots aussi, qui crée des robots chirurgiens assistés par l'IA, qui vont remplacer en fait un deuxième chirurgien dans certaines opérations non invasives comme la coloscopie par exemple, qui prépare une grosse levée également d'ailleurs. Et là tout récemment dans Essentia, qui est une IA vocale qui va permettre de faire le tri pour tout ce qui est appel d'urgence. Par exemple, quelqu'un appelle genre une crise cardiaque, il appelle ce médecin. Dans 90% des cas, en fait, c'est pas une crise cardiaque. C'est une crise d'angoisse. Plutôt que d'envoyer une ambulance qui va coûter cher, l'IA va dire ah non, là j'ai analysé. Donc il y a un filtre d'intelligence artificielle avant de savoir si le problème mérite d'être pris en charge ou pas. Par rapport à des millions d'appels avec des voix, plein d'indices qui sont très fiables. Donc ça, c'est des boîtes qui m'intéressent parce que je pense que la France a une vraie carte à jouer. Puis c'est en plus quand même toujours des projets à impact, on va dire. Gagner de l'argent et sauver des vies si on peut, ou l'inverse. Sauver des vies et gagner de l'argent si on peut, c'est mieux. Et après, mes clients sont pas mal intéressés aussi par tout ce qui est militaire, deep tech, militaire notamment. Et là, on va d'ailleurs lancer
proposer un fonds deep tech, défense, souveraineté. Donc un peu tout ce que veulent Bien sûr, avec en plus une réduction d'impôt de 27%. Et c'est nouveau cet intérêt des clients privés pour les questions de défense, les questions de souveraineté. Il y a quelques années, non seulement on n'en parlait pas, mais moi je connais des gens qui étaient investis dans la défense il y a quelques années et qui ne voulaient pas que ça se sache, qui ne voulaient pas le dire. C'est vrai. Aujourd'hui, non seulement on l'affiche, mais visiblement c'est même un argument commercial, j'allais dire, pour des clients, quoi. Disons que les clients ont bien compris qu'il y avait vraiment des vrais enjeux de souveraineté, notamment numérique en ce moment, avec l'Europe qui ne peut plus complètement dépendre des Américains et qui va devoir investir dans des belles startups. Alors, un exemple parfait, d'ailleurs, pour donner aussi un peu une touche optimiste, c'est par exemple Mistral. Bien sûr. Mistral AI qui surfe pas mal sur les enjeux de souveraineté numérique et qui est en train de finaliser normalement une levée d'à peu près $1 milliard, ce qui augmenterait fortement encore les chiffres, la valorisation de l'entreprise. Avec une valo probablement autour de 10 milliards, donc ça va faire pas mal monter les chiffres de la France et c'est une bonne nouvelle évidemment si ça se concrétise. Merci beaucoup Jérémy. Merci d'être venu nous parler de cet écosystème des startups françaises et de ses besoins en financement, bien sûr, dans un environnement de marché qui a changé. Vous l'avez suivi avec nous, bien sûr, un environnement qui n'est plus celui qu'il pouvait être il y a 5 ans ou même au cycle passé, j'allais dire. L'environnement est plus exigeant, mais les projets sont toujours là et les financements permettent à certains projets d'exister encore aujourd'hui, bien sûr. Jérémy Blackwell, directeur et gérant de fortune chez Autingre Banque Privée, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.